Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du langage et de la psychologie des images. Alors voilà, un sujet bien sérieux. Et on va regarder un petit peu comment se comporte le cerveau face aux images. Alors, sur Internet, j'ai trouvé récemment une vidéo d'un YouTuber qui s'indignait de voir que les photographes obéissaient, telle une secte, à la règle des tiers. Et en fait, rien ne lui prouvait que cette règle des tiers était évidente et efficace ou scientifiquement prouvée. Alors il a fait des recherches et sur cette règle des tiers, il a trouvé l'auteur. Alors l'auteur, c'est un certain John Thomas Smith qui en 1797 avait présumé ou pensait qu'il était bon d'utiliser la règle des tiers. Cette règle qui est devenue donc une règle académique, hein, qui permet de centrer le sujet sur un des 4 points euh, que signalent les lignes de la règle des tiers. Donc lui, il trouvait que ça permettait d'avoir une espèce d'équilibre. Mais sans démonstration plus que ça, simplement ça lui paraissait de bon ton de le faire. Voilà. Alors ça agace notre jeune YouTuber parce que c'est pas scientifique, il ne prouve rien. Il a simplement décrété la règle des tiers. Alors en fait, on va le voir un peu plus loin, John Thomas Smith a répondu à sa partie instinctive, c'est-à-dire non rationnelle de son cerveau, pour établir une règle qui aujourd'hui est appliquée, alors bien sûr qui a été appliquée en peinture, mais est également appliquée en photographie. Alors, pour bien comprendre ça, il faut aussi réévoquer ce qu'est un paradigme. Alors, le paradigme, au sens commun, hein, c'est une représentation, une vision du monde, quelque chose qui est partagé par un groupe social, voilà, et c'est un courant de pensée. Et dans l'état actuel des choses, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on collectivement reconnaît, on admet, voilà. Alors Darwin, lui, a fait une théorie hein, sur l'évolutionnisme en matière de la, enfin sur les hommes, hein, sur l'humain. Bon, évidemment, il ne peut pas prouver scientifiquement qu'il a raison. Par contre, il est parti d'un axiome de départ qui était de dire, bah voilà, ça a dû se passer comme ça. Voilà. Donc le paradigme, eh bien, c'est une vision partagée. Alors, dans nos soirées de club photo, on a aussi nos, nos standards, notre vision académique des choses. Hein. Donc il y a les canons de la beauté. Hein. Dans le temps, on parlait de canons de beauté. Voilà. Donc là, vous voyez par exemple David par Michel-Ange. C'était la représentation de l'homme idéal à l'époque. Sur toutes les statues grecques, etc., euh, la, partie, la partie sexuelle a été volontairement minimale, quoi, je dirais. On ne représentait rarement d'individus avec un sexe surdimensionné. Voilà. Donc les règles de la composition photographique, elles existent, elles sont de tout ordre, et dans ces règles, il y a bien sûr la règle des tiers. Il y a aussi les us et coutumes hein, qui font partie du paradigme. Hein. On a l'habitude de regarder les photos, de les analyser d'une certaine manière. Et puis bien sûr, il y a la culture ambiante du groupe social que représente un club photo, et puis l'éducation artistique de chacun d'entre nous. Voilà, tout ça, ce sont des règles académiques, et puis tout ça constitue le paradigme, notre vision commune sur ce qui est le beau, hein, le beau au sens du canon de beauté, etc. Alors, pour bien comprendre ce qu'est un paradigme, il faut revenir à la théorie des singes. Alors, c'est une expérience où en fait on a placé 5 singes dans une pièce. Les 5 singes sont positionnés dans la pièce avec au-dessus d'eux des douches, hein, voilà, qui vont fonctionner à un moment donné. Il y a un escabeau et en haut de l'escabeau, il y a des bananes. Voilà. Donc l'expérience commence avec les 5 premiers singes. Et puis, à chaque fois que les singes vont s'approcher de l'escabeau, l'opérateur va déclencher l'eau. Alors les singes n'aiment pas l'eau, donc du coup,
à chaque fois, ils repartent en arrière et n'atteignent pas les bananes. Ça va arriver comme ça une, deux, trois fois, et puis au bout d'un moment, les autres singes, voyant qu'il y en a un qui continue à aller vers l'escabeau, ils vont lui casser la figure pour lui faire comprendre qu'on ne doit pas aller vers l'escabeau au risque d'avoir tout le monde mouillé par les douches. Et l'expérience continue, et on va enlever un singe, et on va le remplacer par un nouveau. Alors le nouveau singe arrive, et évidemment, ça recommence, et donc les singes, pour l'éduquer à chaque fois au principe qu'il ne faut pas aller vers l'escabeau, eh bien ils vont l'en empêcher juste avant que les douches ne se déclenchent. Et à partir de ce moment-là, plus jamais les douches ne se seront déclenchées. Voilà, on continue l'expérience, on change progressivement tous les singes, et à la fin on se retrouve avec l'ensemble des singes qui ont été changés. Aucun d'eux maintenant n'a été en situation d'être douché, donc ils ne savent pas que le fait qu'ils n'aillent pas vers l'escabeau correspond au fait qu'ils aient été mouillés à l'origine. Voilà, mais ils admettent la règle, et c'est ça un paradigme, c'est que les individus, sans réellement prouver leurs règles, sont capables d'appliquer une règle collective, voilà, sans plus d'explications que cela. Alors mon jeune youtubeur, je vais arrêter de l'embêter là-dessus, mais il ignore un peu tous ces mécanismes, et il est important de les rappeler. On peut avoir des règles qui n'ont pas de justification plus qu'une admission collective. Alors nous, on va s'intéresser à la linguistique. Donc la linguistique, bien sûr, hein, c'est l'étude du langage. On va s'intéresser à la linguistique puisqu'elle est à l'origine des mécanismes de la sémiologie. Alors la sémiologie, c'est le langage de l'image. La linguistique étudie les mots. La sémiologie étudie l'image. Alors vous entendrez également parler de sémiotique. C'est la même chose, hein. Indifféremment, vous pouvez utiliser le mot sémiologie ou sémiotique. Et puis pour finir, on abordera la Gestalt, qui est une science, enfin, qui est une pratique qui permet d'étudier le comportement du cerveau face à la forme. Alors, a priori, ça n'a rien à voir avec la photographie, mais un certain nombre de photographes ont trouvé dans la Gestalt des correspondances avec la photographie, et on verra ce en quoi la Gestalt intéresse la photographie. Voilà, alors pour la petite histoire, la sémiologie existe aussi en médecine, hein, c'est l'étude des symptômes. Voilà, hein, donc la sémiologie, ce mot est utilisé à la fois pour le langage de l'image, mais également en médecine. Alors, au départ, il y avait la linguistique. Donc, Ferdinand de Saussure, un Suisse, et Charles Sanders Peirce ont vécu à la même époque et se sont un petit peu tiré la bourre sur le sujet, puisqu'ils sont tous les deux les précurseurs de la sémiologie, les inventeurs de la sémiologie. Voilà. Alors, ils ont des différences en termes de verbatim, en termes de vocabulaire employé, mais au final, leurs travaux se rejoignent et ils arrivent à peu près au même constat. Alors on va s'intéresser à Ferdinand de Saussure, puisque c'est un peu l'école qui prédomine en France. Et lui, donc, dans le cadre de l'étude de la langue, il a défini trois notions. La notion de signifiant, de référent et de signifié. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un mot, le mot tuile. Cette tuile, en langue française, bien évidemment, a un signifiant, hein, pour dire tuile, eh bien, il faut, dans l'ordre, mettre les lettres T-U-I-L-E. Alors, ça peut paraître basique, mais ça définit ce qu'est le mot, hein. Dans un autre ordre, on pourrait avoir le mot utile, hein. Ça ne serait plus tuile, ça serait utile, et ça n'aurait plus du tout le même sens. Donc, le signifiant tuile a un référent, qui est un référent, une image que l'on a de l'objet. Donc là, j'ai mis une tuile. Et là, vous voyez, j'ai pas mis une tuile ronde, j'ai mis une tuile
arrondie, pas une tuile plate, pardon, une tuile plutôt arrondie. Vous voyez, dans mon référent, c'est plutôt ça. Et puis, à ces deux notions, eh bien évidemment, on a la notion du signifié, c'est-à-dire que quand j'associe les deux notions, je peux signifier à quelqu'un d'autre euh, que j'évoque une tuile. Voilà. Bien évidemment, ce mot tuile, parce que la langue c'est quelque chose d'extrêmement complexe, euh, nécessite un contexte. Imaginons par exemple que je dise ce matin j'ai perdu mes clés de voiture, j'ai eu une tuile, j'ai perdu les clés de ma voiture. Bon. Dans ce contexte-là, évidemment, le mot tuile ne veut plus dire, ne désigne plus l'objet et fait référence plutôt à un ennui que j'ai eu dans ma journée. Alors le grand prêtre de la sémiologie en France, c'est Roland Barthes, qui a beaucoup écrit, qui était donc écrivain philosophe, mais surtout sémiologue, et qui a beaucoup écrit sur l'analyse de l'image, et il a bâti toute une théorie où un des principes fondateurs est de dire qu'une image est une addition de signes, un petit peu comme une phrase, hein, est composée de lettres, de signes, et qui forment les mots. Donc on voit bien l'appartenance à la même analyse que l'analyse linguistique. Alors, les deux notions de base, on ne va pas bien sûr évoquer tous les travaux de Roland Barthes, mais les deux notions de base que nous donne Roland Barthes, c'est de parler de dénotation et de connotation. Donc, quand on regarde l'image que l'on voit là, c'est une pomme donc avec une feuille verte. Donc ça, c'est le niveau de dénotation, c'est-à-dire je décris simplement ce que je vois. Hein. C'est une pomme rouge avec une feuille verte. Voilà. Ça, c'est le niveau de dénotation. Et lui, il fait référence à la connotation, où là, les connotations peuvent avoir des géométries variables. On peut avoir une connotation personnelle. Là, je vous ai mis, ça me rappelle l'odeur de la tarte aux pommes que me faisait ma grand-mère en Auvergne, etc. Donc ça, c'est une connotation très très personnelle. Mais ça peut être une interprétation culturelle ou une perception collective de la pomme. Par exemple, le péché originel chez les croyants, où en fait Adam et Ève ont partagé une pomme, etc. Donc ça, c'est une référence culturelle qui est commune à un groupe social. Voilà un autre exemple d'image. Donc là, on a donc une canne. Voilà. Au niveau dénotation, bah, j'ai quoi? J'ai une canne. Et au niveau connotation, j'ai une canne blanche qui fait peut-être référence à une personne qui est aveugle. Voilà. Et donc, vous voyez, je pars déjà, en regardant une image, je pars sur des évocations qui ne sont pas le niveau de dénotation, qui sont le niveau de connotation. Alors, quelle est la différence entre une image et une photo? Alors ça, souvent, je me heurte à, à tous ceux qui sont en lutte contre la retouche photo et qui disent oui, mais quand on retouche une photo, ce n'est plus une photo, ça devient une image. Une espèce de côté péjoratif dans le mot image. Bon, si on s'en tient au stricto sensus à la linguistique, en fait, une image, c'est l'acceptation la plus grande d'une représentation visuelle. C'est-à-dire qu'on peut avoir des images photographiques, bien sûr, des images médicales, des images holographiques, mais on peut même avoir des images mentales, etc., etc. Donc, on voit bien que la photo est une image, il n'y a pas de doute là-dessus. L'origine du mot image, c'est donc euh, image, imago, imitari, imiter, ressembler. Hein, c'est imiter, ressembler, en fait, image. Et du mot image, on a fait les déclinations, image, imaginer, imagination. Vous voyez, euh, c'est ça qui est intéressant dans le mot image, et c'est la raison pour laquelle souvent je parle d'image en parlant d'une photo, parce que la photo est une description technique de la prise d'une image, voilà, mais en fait, une photo est bien une image. Alors, quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé aux travaux de Saussure, c'est René Magritte. En fait, d'ailleurs, vous allez le voir, il a fait des illustrations pour les cours de Saussure. Et là, ça a été l'ultime provocation et qui décrit bien les travaux de Roland Barthes.
René Magritte a peint ce tableau, hein, et il a marqué en dessous « Ceci n'est pas une pipe ». Et le tableau s'intitule « La trahison des images ». En fait, ce n'est pas une pipe au sens de Magritte, c'est la représentation d'une pipe. C'est-à-dire que ça n'a jamais été une pipe, ça, c'est quelqu'un qui a peint une pipe. On ne peut pas dire que ceci est une pipe. Voilà. Donc on voit bien comment René Magritte parle des images et de la trahison des images. Voilà, je vous ai mis quelques illustrations qui ont été faites par Magritte pour les cours de Ferdinand de Saussure. Alors après sa mort, hein, c'était des cours qui ont eu lieu après la mort de Ferdinand de Saussure, où chaque objet est expliqué par un petit dessin fait par Magritte. Alors voilà une autre image, et on va voir un petit peu comment fonctionne le niveau dénotation et connotation sur l'image. Ici, nous avons une jeune fille qui est sur la plage, visiblement le soir ou le matin, je dirais plutôt le soir, on est en coucher de soleil. C'est une photo très très douce, avec des flous assez sympas. Les couleurs sont assez douces également. Bref, un soir, une jeune fille continue à jouer sur la plage avec sa pelle. Enfin vraiment, quelque chose d'extrêmement paisible. Eh bien, si on ajoute un autre élément à cette image, qui est l'image totale, on va trouver ceci. Donc au niveau des notations, eh bien tout change, et au niveau connotation, tout change également. Là, on commence à se raconter une histoire, et on met en relation les deux objets, le pied qui est enterré, là, et la jeune fillette. Voilà comment fonctionne une image. C'est-à-dire, quand on était tout à l'heure sur cette image, on pouvait dire au niveau des notations, c'est une jeune fille sur une plage, point. Au niveau connotation, bah, ça m'évoque les vacances, ça m'évoque les soirées, les couchers de soleil à la plage, etc. Ça peut m'évoquer plein de choses. Mais quand je donne l'image totale, c'est une image de John Willem, dont j'apprécie beaucoup le travail. Et voilà, et là tout change. Tout change, l'image et les objets mettent à se parler entre eux à l'intérieur de l'image. Alors ça, c'est aussi une photo de John Willem, et je dirais, et cette photo illustre parfaitement ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que quand on regarde au niveau des notations, il s'agit bien d'une fillette toujours, mais la mise en ambiance, la mise en relation avec le fond, l'arrière-plan, bah, donne tout à fait autre chose, et on voit bien les mécanismes de l'image dans ce cadre-là. Alors, on va regarder un petit peu dans la publicité, parce que ça va nous donner des éclairages. Les publicitaires se sont beaucoup intéressés aux travaux de Saussure, mais surtout de Roland Barthes, pour communiquer avec leur public. Alors, voici une image. Au niveau des notations, bah, on est visiblement l'été. Ce monsieur est en chemisette, il joue au golf. C'est plutôt quelque chose d'assez agréable. C'est assez calme, il a l'air paisible. Donc, au niveau connotation, bah, ça m'évoque l'été, peut-être des moments que j'ai passés au golf, etc. Mais quand on ajoute le texte à cette image, c'était une campagne publicitaire qui a eu lieu pendant les événements du printemps arabe. Et là, tout change, puisque là, on va mettre en perspective l'image avec du texte. Et là, on va connoter l'image. On dit qu'en Tunisie, les balles fusent. Alors là, évidemment, référence aux balles de golf, mais aussi aux balles qui étaient tirées à l'époque dans cette région. Et puis, donc, on voit ici en bas le logo du ministère du tourisme de la Tunisie, où il marque « C'est à vous de voir, venez voir que tout ce qu'on raconte n'est pas vrai. Il fait encore bon vivre en Tunisie. » Toujours cette même campagne, et ils vont continuer à décliner ça. On raconte que la Tunisie est un champ de ruines. Évidemment, si j'enlève le texte là, on voit des ruines gallo-romaines, et bon, franchement, ça n'a rien d'effrayant, mais évidemment,
si on relie ça par le texte aux événements, ça peut éventuellement susciter des craintes. Voilà. Donc vous voyez comment les publicitaires jouent entre l'image et le texte. Toujours chez les publicitaires, là en l'occurrence c'est une marque de gâteaux apéritifs. Là on va jouer sur la sexualité, puisque ça c'est un des grands thèmes de la publicité, hein. En fait, la publicité va s'adresser pour s'adresser au public le plus large. euh, S'il ne cible pas un public particulier, il va s'adresser à nos pulsions les plus profondes. Là en l'occurrence la sexualité. Donc le premier truc, le pack est refermable mais ouvert à toute proposition. Je ne vous fais pas de dessin. Ici, juste à côté sur la gauche, on voit euh, des gâteaux un peu en lutin. Mais en fait, ce qu'ils portent sur la tête, ce ne sont pas des chapeaux. Voilà, Minitux, ce n'est pas la taille qui compte. Vous avez compris l'allusion. Et bien sûr, en bas, saveur chorizo, un petit plaisir olé olé. Donc au niveau des notations, bah, je vois quoi? Moi je vois un paquet de gâteaux. Au niveau connotation, vous l'avez compris, on fait référence à la sexualité. Alors les grands faiseurs en la matière, alors eux ils ont été très constants dans l'histoire, c'est Perrier. Perrier a toujours joué sur la sexualité, d'abord parce que sa cible est extrêmement large, la boisson. Et donc, vous voyez, à chaque fois, les références sexuelles que l'on voit. Alors, tout en bas, je vous ai pas mis la vidéo, mais c'est un extrait de la vidéo qu'on voit ici en bas. On voit la main d'une femme qui s'approche d'une bouteille. Euh, et dans la vidéo de l'époque, hein, ça avait fait un grand scandale à l'époque, elle caresse la bouteille et le bouchon saute et euh, le Perrier sort de la bouteille. Vous voyez, évocation, encore une fois, sexuelle. Pour celles plus récentes qu'on voit en haut, là, sur les canettes, voilà, ça se passe de commentaires, j'en ai jamais vu d'aussi longue, etc., etc. Alors, on va prendre une photo, là, en l'occurrence, c'est une photo que j'ai prise en Irlande. Euh, Niveau dénotation, bah voilà, j'ai une jeune femme qui est en train de jouer de la guitare dans la rue, et je n'ai pas mis de sous-titres. On va voir que les photographes, de temps en temps, mettent des titres à leurs photos, à la manière des peintres, hein. Et c'est une indication pour la personne qui va lire la photo. Donc, si vous mettez un texte, vous allez pouvoir guider un petit peu la personne qui va lire la photo. Donc, vous allez introduire un biais de connotation sur l'image. Alors, excusez-moi, voilà. Donc là, je pourrais titrer cette image la musique en boîte ou en live. Voilà. Alors, je fais référence à la relation qu'il y a entre les deux jeunes femmes. Il y en a une qui est en train d'écouter sur son Walkman de la musique, qui en a priori pas grand-chose à faire de la musique qui est en train de se jouer dans la rue. Et elle regarde malgré tout la jeune femme. Pendant ce temps-là, l'autre est en train de chercher de quoi faire de la musique en live. Voilà, donc musique en boîte, musique en live. Et je donne l'indication de les faire chercher par ma photo. Ici, c'est une photo de Jocelyne Grana, voilà, que je trouve assez excellente. Alors, en période de Covid, hein, cette photo hors période de Covid, photo prise au Japon, hein, c'était une photo lambda, hein, puisque c'est une population qui a depuis longtemps eu l'habitude de se masquer. Donc on trouve deux personnages, niveau dénotation, deux personnages dans le train ou le métro, je ne sais pas trop. Voilà, ils sont tous en train d'attendre, c'est pas très drôle, hein, voilà, bon. Chacun est dans sa bulle. Et si je titre cette photo maintenant, et que je dis voilà, l'autre fléau, la contrefaçon, et bien là, je mets en perspective cette photo par rapport au fait que il existe des produits qui sont vendus et dont l'usage n'est pas très bon. Et voilà, et on voit bien que la personne qui a mis son masque sur l'œil, en fait, c'est pas un masque, hein, vous l'avez deviné. Voilà, voilà, bon, jeu de mots entre l'image et le texte. Alors, on va en venir à la psychologie de l'image, puisque là, on vient de voir un petit peu comment fonctionnait l'image, hein, c'est-à-dire comment les éléments, les signes à l'intérieur d'une image
se répondent. On peut y mettre aussi du texte. Bon, généralement, dans la photo, il n'y a pas de texte, hein. Voilà, mais quelle est l'interaction entre les objets dans l'image? Et pour aller plus loin, on va parler un petit peu du fonctionnement du cerveau avec Konrad Lorenz, alors qui lui n'a rien à voir avec la photographie, mais qui a fait des travaux sur ce qui est l'inné et l'acquis. Alors il faut que je vous raconte la petite anecdote au sujet des oies, il a passé son temps à observer les oies et le comportement des oies avec les petits oisons. Voilà. Et donc il a mené une expérience où en fait il s'est aperçu qu'à la naissance des oisons, euh, spontanément, par un réflexe naturel, hein, les oisons suivent la maman oie sans se poser de questions, en randonnion. Voilà. Donc l'instinct leur dit à la naissance de suivre l'oie. Alors il s'est dit, bah, ok, je vais remplacer l'oie, bah, c'est moi qui vais jouer le rôle de l'oie, c'est-à-dire qu'au moment de la naissance des oisons, je ferai en sorte qu'ils ne voient pas leur mère, et je vais remplacer leur mère. Et donc, ce faisant, bah, les oisons ont continué à suivre Konrad Lorenz en lieu et place de la mère. Donc, Konrad Lorenz s'est dit, bah voilà, dans la partie innée, la partie instinctive des oiseaux, la partie innée, eh bien, ils sont programmés pour suivre le premier objet qui bouge. Il s'est dit, bah, on va aller encore plus loin. Je vais prendre un ballon, et donc ce qu'il a montré aux oisons dès la naissance, c'est un ballon, et il a mis le ballon en mouvement, et les oisons se sont mis à suivre le ballon. Donc on voit bien ici qu'il y a deux choses. Il y a des instincts, hein, la partie innée de l'individu, la partie innée du cerveau, et puis il y a la partie acquise. Alors la partie acquise, hein, vous les connaissez, hein, euh, on va acquérir le langage, mais instinctivement, un bébé à la naissance va crier. Voilà, ça, il ne peut s'en empêcher, c'est inné, c'est naturel chez lui. En revanche, converser, faire des phrases, machin, tout ça c'est de l'acquis. Apprendre à écrire, apprendre à faire du vélo, etc. Tout ça c'est de l'acquis. On ne l'a pas naturellement à la naissance. Donc il distingue bien deux choses. Une partie innée qui est proche de notre partie animale, et puis une partie acquise qui est par la sociabilisation que l'on peut avoir après la naissance. Alors vous me direz tout ça, moi j'en ai fait une relation avec le photographe et il m'a fallu trouver un personnage issu de l'Homo sapiens, hein, cher aux anthropologues. Euh, et puis j'en ai déduit deux personnages. J'ai déduit un personnage qui s'appelle l'Homo clic-clac, en fait c'est le photographe, de l'Homo rétinien, et l'Homo rétinien c'est la personne qui va regarder l'image produite par le photographe. Alors comment ça fonctionne? Ici, sur la gauche, vous avez donc l'homo clic-clac qui est avec son inné et son acquis, c'est-à-dire c'est sa partie instinctive et sa partie intellectualisée, la partie acquise, qui va produire une photo de temps en temps par instinct ou d'autres par destination, hein, parce qu'il est par acquis, il a une culture en matière de photo, il souhaite réaliser une photo d'un certain type. Au milieu, vous avez l'image, et de l'autre côté, vous avez l'homo rétinien, c'est-à-dire la personne qui va recevoir l'image produite par le photographe. Là aussi, la personne a sa partie innée et sa partie acquise. Donc on est là dans le schéma de la communication classique, hein, bien évidemment, avec un émetteur, le message et son récepteur. Et on va voir qu'en fait, l'émetteur peut avoir des intentions de message qu'il met dans son image. Si en face, l'homo rétinien n'a pas les mêmes références culturelles, il peut ne pas voir le message qui est envoyé par le photographe. C'est toute la complexité d'un message-image. C'est qu'un photographe peut y mettre beaucoup de lui-même, d'intention, etc., mais ne pas être perçu à l'arrivée
par l'Homo rétinien. Alors, l'image est très complexe. Ça, c'est un schéma que j'utilise pour expliquer quels sont les mécanismes de l'image en matière de retouche photo. Donc, on a sur le côté gauche un sujet qui a été choisi par l'Homo clic-clac, qui possède son niveau dénotation et connotation. Voilà. Et là-dessus, on va rajouter encore d'autres éléments que sont le contexte, la composition, le graphisme, la teinte, la saturation, la luminosité. Tous ces éléments sont des éléments qui sont connotés. Hein. Un graphisme peut avoir une évocation chez la personne, chez l'homo rétinien, et l'harmonie qui existe aussi entre ces différents éléments peut créer aussi une connotation. Tout ça, moi, je l'appelle l'évocation, un petit peu plus large que le sens donné par Roland Barthes. C'est une évocation où là, on fait référence au sens, à l'histoire, aux références culturelles, aux sensations, etc. Et quand on rentre dans ce type d'évocation, on est dans ce qu'on appelle, ou ce qu'appellent les anglo-saxons, la photo fine art. Alors, pour bien comprendre, on reprend un autre schéma maintenant. Donc, on a donc une image de départ qui a été prise par l'homo clic-clac. Et puis, on ajoute les filtres que peut prodiguer l'homo rétinien, donc sa partie innée, qui va créer un filtre sur la lecture. Le paradigme des lois, des canons dans l'art, enfin tout ce qu'il peut connaître, sa vision partagée, sa culture, sa tradition, son éducation personnelle, ses apprentissages, tout ça, ce sont des filtres qui vont se superposer à l'image de départ et qui va donner une image finale. Mais cette image finale, vous l'aurez compris, échappe au photographe. Ça, c'est aussi la magie de la photographie, c'est que à partir du moment où une photo a été réalisée, à partir du moment où elle est exposée, elle ne vous appartient plus, elle appartient à celui qui la regarde. Alors voici une photo d'Emmanuel Bernard. Alors j'ai une grande estime pour ce photographe qui est un excellent photographe, mais qui un jour nous a prodigué cette image, nous a produit cette image à l'occasion d'une exposition. Cette image, il l'avait connotée en l'appelant l'arbre au fait. Voilà. Et il faut dire qu'on est tous restés un peu pantois devant cette image, parce que cette image est extrêmement chargée pour lui, parce qu'elle lui rappelle des souvenirs qui sont liés à l'enfance, etc. C'est un lieu qu'il connaît très bien, c'est un lieu magique, c'est un lieu qu'il a vécu en 3 dimensions, ce que nous, on ne peut pas vivre, hein, on le vit en 2 dimensions. Et du coup, on s'est retrouvé face à cette image, je dirais sans grand enthousiasme. Euh, pour être franc, cette image ne nous dit pas grand-chose. Cette eau marron, tout ce vert, n'évoque pour moi pas grand-chose et ne m'attire pas plus que ça. Donc vous voyez, il a fait des somptueuses images. Hein. Je ne les ai pas amenées là, mais c'est un excellent photographe. Mais vous voyez, pour lui, cette photo est importante, mais pour moi et pour d'autres, elle ne l'est pas. Voilà. Donc vous voyez que c'est très compliqué, la psychologie de l'image. Alors on va en venir à la Gestalt, parce que la Gestalt nous donne des éclairages sur les mécanismes du cerveau face à la forme. Alors donc on a vu on a vu déjà 2 personnages, hein, Roland Barthes d'un côté, Konrad Lorenz de l'autre, qui nous éclairent un petit peu sur la lecture et la psychologie de l'image. Et puis on va y ajouter donc Fritz Perls, qui est le créateur, l'inventeur de la Gestalt, qui était psychiatre et psychothérapeute, qui était contemporain à Freud. Il a même essayé de rencontrer Freud à l'époque pour lui parler de ses travaux. Et Freud l'a renvoyé gentiment chez lui. Et donc il n'y a eu aucun travail ensemble parce que Freud était enfermé dans son dogme sur l'analyse psychanalytique qu'il fait avec les références à l'enfance, le père, la mère, etc.
Alors que Fritz Perls, lui, s'intéressait pas du tout à ça. Lui, s'intéressait uniquement à ce que peut produire sur le cerveau humain les formes. Voilà. Donc lui, il était psychiatre et psychothérapeute, il n'était pas du tout psychanalyste. Il a tenté de discuter avec Freud, mais ça ne s'est pas fait. Alors, Gestalt, c'est un mot allemand, c'est quasiment intraduisible. On a traduit ça en psychologie de la forme, voilà, et pour simplifier un petit peu, pour notre exposé là, on va dire que c'est la partie innée du cerveau. Il s'intéresse à la partie innée du cerveau. Alors où est-ce que ça se situe dans l'univers de l'image? Bah, nulle part a priori, puisque ce sont des travaux qui n'ont pas été faits par rapport à l'image. C'est une théorie qui dérive vers la philosophie, mais qui dérive aussi bien sûr sur la psychologie. Et il existe une gestalt thérapie qui permet d'aider les gens qui ont des problèmes psy. Alors, euh, c'est un, c'est comment, une théorie qui s'attaque à la perception et la représentation mentale des formes globales, plutôt comme l'addition ou la juxtaposition d'éléments simples. Alors, dit comme ça, c'est pas très clair, il faut qu'on aille un petit peu plus loin. Voyez par exemple, ceci est un visage. Donc, très rapidement, vous êtes arrivé sur cette photo, vous avez vu un visage. Vous n'avez pas dit, j'ai vu un nez, une bouche, des yeux, des oreilles, etc., un front, un menton. Mais l'addition de ces éléments font référence dans votre psychologie à un visage, simplement un visage. Eh bien, c'est ça que décrit la Gestalt. Il dit qu'en première intention, ce que l'on voit, c'est la représentation d'une addition plutôt que chaque élément séparé. Alors, il y a quelqu'un qui avait trouvé, avant même la Gestalt, comment fonctionnait un peu ce système de la psychologie du cerveau. C'est Giuseppe Arcimboldo, ce peintre qui a vécu en 1550, hein, bien avant Fritz Perls. Eh bien, il avait inventé une manière de peindre un personnage par addition d'éléments, là en l'occurrence des fruits et des légumes. Voilà. Et la première chose qu'on voit, bien évidemment, c'est un visage avant de détailler l'ensemble des légumes. Salvador Dali a repris exactement le même principe plus tard dans ses travaux. Alors par contre, Salvador Dali, lui, était parfaitement au courant des travaux de Saussure et de Fritz Perls. Encore un autre exemple pour que ça soit bien clair dans votre esprit. Ceci désigne un vélo. En fait, vous ne voyez pas une fourche, un, une roue, une selle, un pédalier, etc. Vous voyez un vélo. Voilà. Et donc, la manière dont fonctionne le cerveau, quand il arrive sur une image, il va regarder l'image d'une manière globale. Et alors, il y a quelque chose qu'il faut remettre en perspective. Souvent, vous trouverez sur Internet des youtubeurs qui vous disent, oui, mais le sens de lecture d'une image est le sens d'écriture de la culture dans laquelle on est. C'est-à-dire que de gauche à droite pour l'Occident et de droite à gauche pour l'Orient. C'est faux, archi faux. De nombreux travaux ont menés là-dessus. Gérard Berry, professeur au Collège de France, en a fait une brillante démonstration. En fait, le cerveau, alors là, au-delà même de la Gestalt, hein, ça a été prouvé scientifiquement, puisqu'il y a eu de nombreux travaux qui ont été faits là-dessus, le cerveau voit d'abord une globalité avant de détailler une image. Alors c'est important pour nous de le savoir, photographe. C'est important aussi de savoir que les gens ne vont pas lire de gauche à droite ou de droite à gauche selon leur culture, et que c'est un petit peu plus compliqué que ça quand on aborde une image.
Donc, la Gestalt définit 10 lois que l'on peut assimiler à la photographie. Alors, la première des lois, c'est la loi de la proximité. Donc, en fait, le cerveau a tendance à regrouper les choses. Et donc, à partir du moment où les choses sont contiguës, elles appartiennent à la même famille. Vous voyez, là, par exemple, sur cette image, on a un premier groupe qui est sur le toit, là. Donc, le cerveau va tout de suite identifier que c'est un premier groupe et en dessous, il y a un deuxième groupe. Voilà. Donc, quand ils sont proches, ils appartiennent à la même famille, entre guillemets. La deuxième loi, c'est la loi de similarité. C'est-à-dire que les objets qui ont une forme euh, comparable ou similaire, là en l'occurrence, il y a les deux cadrans et puis il y a la roue que l'on voit ici en bas à gauche, eh bien ces trois objets vont être groupés par le cerveau parce qu'ils ont la même forme, alors pas la même taille là en l'occurrence, hein, pas la même couleur, mais le fait qu'ils aient la même forme ou la même taille ou la même couleur fait que le cerveau va assimiler ces trois objets. Et donc je vous ai mis la loi de continuité, puisque cette image fait référence également à la loi de continuité, qu'on va voir un petit peu plus tard, où en fait, vous voyez, il y a une diagonale qui se dessine entre les trois cadrans, enfin entre les trois ronds, vous voyez, et ça donne un axe de lecture de la photo. Alors ça, c'est la loi de fermeture, vous connaissez probablement. En fait, le cerveau va recomposer ce qui ne figure pas dans l'image. Alors, vous voyez par exemple le schéma A, on a trois ronds noirs qui sont trois camemberts, hein, trois camemberts avec une part qui manque, mais le cerveau va reformer cette vision pour en faire un triangle qui existe entre les trois ronds. Pareil sur la figure B. Sur la figure C, on n'a que des triangles, mais les triangles positionnés de cette taille-là, etc., on a l'impression d'avoir une espèce de Covid, là, c'est pas un Covid, ou c'est une mine, je sais pas. Et sur la figure D, on a un serpent, là, vous voyez. Donc le cerveau ne voit pas la partie qui serait immergée, en fait, du serpent. Mais en fait, ce ne sont que trois traits noirs, hein. Mais le cerveau va reformer pour trouver quelque chose qui lui évoque. Le cerveau a besoin de le ranger quelque part. Donc, ça doit être dans la famille des serpents, ça, vous voyez. Il va aller le ranger, il va reformer pour pouvoir classer cet élément dans son cerveau. Alors ça, c'est une des lois probablement les plus importantes en photographie, à mon sens, hein, euh, qui s'appelle aussi la Prägnanz en allemand. C'est la loi de la simplicité. Plus une image est simple, plus elle est facile à lire. Et comme le cerveau est un peu feignant, il va adorer. Il va adorer euh, la simplicité. Parce que ça améliore la rapidité de compréhension, etc. Donc ça, c'est une loi que John Maeda, originaire de Seattle, sur lequel il a beaucoup théorisé. Et alors, je vous laisse aller voir les travaux de ce monsieur, où il a édicté 10 principes euh, qui font que la simplicité est un élément essentiel dans la créativité. Alors, ce monsieur est un infographiste, hein, un créatif. Voilà. Et il dit par exemple que dans la simplicité, nous avons confiance. Ouais, c'est assez rassurant pour le lecteur d'une photo d'avoir quelque chose de simple. S'il a tendance à chercher, etc., il va être perdu. Ouais, voilà. Donc je vous laisse aller regarder un petit peu. Je ne veux pas tout détailler là sur les principes de la simplicité. Vous pouvez toujours faire une pause pour lire le texte. Là. Voilà. Bon, on va continuer. Alors voilà, quelqu'un qui avait parfaitement enregistré les principes de la simplicité, qui connaissait évidemment la Gestalt, euh, homme très cultivé, qui connaissait les travaux de Saussure,
Voilà, donc on voit ici le travail de Picasso sur un de ses animaux fétiches, le taureau. Donc on voit que le 5 décembre 1945, tout en haut, il a commencé à dessiner un taureau, alors là d'une manière très explicite, hein, très détaillée. Et puis petit à petit, jusqu'au 17 janvier 1946, où il a travaillé, donc il a travaillé environ pendant un mois, un petit peu plus d'un mois, à simplifier son dessin. Et il arrive en bas, vous le voyez, à un taureau qui est complètement stylisé ou qui est fait en 4 coups de crayon. Voilà. Donc, toute sa vie, il a recherché à simplifier le dessin. Et c'est tout le génie de ce peintre. Alors, la loi de la symétrie, ça c'est aussi quelque chose d'important, hein. On sait que dans les règles académiques, on dit oui, il faut que les choses soient symétriques, que l'horizon soit droit, que ci, que ça. Le cerveau adore quand c'est bien équilibré. Il adore l'équilibre. Donc il va trouver dans la symétrie du repos. Il ne supporte pas les choses asymétriques. Donc forcément, si vous avez organisé votre photo d'une manière symétrique, vous allez être plaisant pour la partie innée du cerveau, hein, la partie que décrit la Gestalt. Ils vont être ravis de voir cette photo. Alors, la loi de la séparation euh, indique que pour qu'une forme humaine ou n'importe quelle forme soit lisible, il faut qu'elle se détache bien du fond. Voilà. Bon, bah voilà encore une loi que l'on connaît en photographie, hein. En photographie, si on veut mettre en avant un personnage, il faut qu'il se détache assez facilement du fond. Ça, c'est une loi qui est très intéressante en matière de photographie, qu'on connaît instinctivement, qui est la loi de l'émergence. Voici une photo qui a été prise à Cuba. Et on voit une jeune femme qui sort du comité de défense de la Révolution. Alors au départ, qu'est-ce qu'on voit? Un niveau dénotation, on voit une jeune femme qui sort d'un bâtiment qui a été tagué. Voilà. Donc jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais en fait, si on lit les éléments de cette photo, on va voir émerger un discours autour de cette photo. Donc on finit par détailler qu'elle sort du comité de défense de la Révolution, donc ce qui donne une indication de son appartenance politique. Ensuite, on remarque un personnage à côté avec une cagoule qui est en train de fumer, qui a l'air un peu désespéré de regarder cette entrée. Et on voit marquer P2, enfin on voit marquer 2 plus 2 égale 5. P2 plus 2 égale 5. Alors, P c'est une référence cubaine politique. Et 2 plus 2, c'est la référence à George Orwell sur la dictature, où il dit que dans les systèmes dictatoriaux, excusez-moi, on arrive à faire gober à peu près tout et n'importe quoi à quelqu'un. Il suffit de le convaincre à force de lui rabâcher que 2 plus 2 égale 5, il va finir par croire que 2 plus 2 égale 5. Vous voyez que donc... et ici en bas, je vous ai mis une petite vignette. Partout dans Cuba, on voit ce petit personnage cagoulé là, qui est un mouvement contre-révolutionnaire, enfin contre le système castriste. Vous voyez, et voilà. Donc on part d'une photo qui, au niveau des notations, dans notre culture, ne dit pas grand-chose, mais qui, dans la culture cubaine, évoque énormément de choses. La loi de continuité, on l'a vu tout à l'heure. Alors là, c'est un peu basique ce que j'ai mis comme photo, hein. Vous voyez, on voit un chemin, évidemment. L'œil suit les lignes et va aussi imaginer que le chemin continue. Vous voyez, l'esprit ne s'arrête pas au bout du chemin, là. En fait, il sait que le chemin continue. Et donc, il ne voit pas uniquement que l'élément montré par l'image. Ça, c'est la neuvième loi assimilable à la photographie, hein. Il y en a beaucoup, hein.
Et c'est la loi du destin commun. Vous voyez par exemple le jeune garçon qui court à côté du cheval, ça y est, on met en relation les deux éléments de l'image, ils ont un destin commun, ils sont tous les deux en train de faire la course. De la même manière, les personnes qui sont sur la plage, destin commun. Donc les éléments qui figurent sur l'image sont en relation, et cette relation, dans la Gestalt, c'est le destin commun. Alors ça, c'est quelque chose que vous connaissez aussi, c'est la pareidolie. C'est dur à prononcer, pareidolie. Voilà, que l'on connaît aussi dans les tests psychologiques sous le nom de test de Rorschach, qui est que dans une forme, on peut y voir des symboles, on peut y voir l'évocation d'un autre élément. Vous voyez par exemple la rose, on voit ici une tête de mort au sein de la rose. Ça, le cerveau le forme tout seul, hein. Il n'y a absolument pas de tête de mort, évidemment. Voilà. Dans le test de Rorschach, on prend une feuille, on met de la couleur, on la plie en deux et on la redéplie, ça fait des espèces de papillons. Et en fait, on demande au patient de bien vouloir dire quelles sont les évocations, les connotations qu'il trouve à l'intérieur de cette image au travers des couleurs et des formes. Alors, en conclusion de cet exposé, on va retenir plusieurs choses. La première, c'est que malheureusement, l'auteur ne contrôle pas la totalité de son message, puisque le récepteur, hein, l'homo rétinien, va réinterpréter l'image, voilà, selon eh bien, ses références culturelles, ses us et coutumes, son éducation, etc. La deuxième loi, c'est que les règles et les lois sont des paradigmes. C'est-à-dire que tout n'est pas forcément démontré, mais ce sont des choses qui sont acceptées et donc respectées par l'auteur. Elles sont sécurisantes pour celui qui les partage. Si, par exemple, vous respectez la règle des tiers en photographie, les personnes noteront, les photographes, hein, entre eux, vont noter le fait que la personne a bien respecté une des règles académiques, voilà, et c'est rassurant pour ce groupe. Bien évidemment, les règles et les lois sont faites pour être contournées en matière d'art, voilà, et donc si on ne respecte pas la loi des tiers, vous l'aurez compris, c'est pas plus grave que ça, et d'ailleurs, ça peut créer d'autres équilibres. Alors, le plus grand dénominateur commun entre le photographe et son public, c'est l'inné. Le plus petit dénominateur commun, c'est l'acquis. Évidemment, parce que sa culture, son éducation est différente des autres cultures et éducations des personnes qui vont regarder les images. Donc, si on veut attirer l'attention, si on veut toucher les autres, il faudra, d'une manière large, il faudra aller sur l'inné. C'est le cas, par exemple, de la photo de nu. La photo de nu fait, alors contrairement à ce qu'on peut dire, hein, mais fait quand même référence à la sexualité. Et quand on fait référence à la sexualité, on s'adresse à tout le monde. Voilà. Donc, beaucoup de photographes se sont intéressés, alors vous l'appelez comme vous voulez, la photo de nu, la photo glamour, la photo machin, où en fait on voit des corps dénudés, eh bien, tout de suite, le lecteur est touché par cette représentation carnée de l'humain. La quatrième chose à retenir, en fait, c'est que les codes, c'est-à-dire le langage de l'image, et l'acquis, la psychologie de l'image, l'inné, sont distincts par nature dans le processus de création. Alors c'est une phrase un peu compliquée. Tout ça pour dire que vous ne pouvez pas vous servir de votre inné véritablement en conscience pour créer une image. Vous allez le faire instinctivement, mais vous ne pouvez pas vous en servir. Voilà. Donc il y a bien uniquement une chose que vous pouvez utiliser en matière de création d'images, c'est vos acquis. Maintenant, vous pouvez, par rapport aux références culturelles, faire référence à des choses qui sont du domaine public, connu de tous, des paradigmes partagés, et auquel cas vous irez toucher un certain public. Voilà.
La chose que je voulais aussi remettre, c'est ce que nous a expliqué Gérard Berry, qui rejoint la Gestalt. Hein. La perception par l'œil de l'image est d'abord globale. Il n'y a pas de lecture en Z qui est liée au sens de lecture de l'Occident ou de l'Orient, peu importe. Et ça, vous allez retrouver à l'infini sur Internet et YouTube des gens qui répètent sans arrêt que on lit les images de gauche à droite, de droite à gauche. C'est insensé, c'est absolument pas ce que démontrent euh, les, les travaux récents et ce que démontre également la Gestalt. Alors, le couple œil-cerveau est feignant, ça faut le retenir. Donc tout ce que vous pourrez faire pour simplifier votre image sera bien vu par le lecteur, inconsciemment évidemment. Et les gens aiment les choses simples, enfin l'œil aime les choses simples. Maintenant, intellectuellement, la personne qui regarde votre image peut aimer les choses complexes. Vous voyez. Donc, là encore une fois, vous ne maîtriserez jamais la personne qui regarde votre image à partir du moment, et ça sera la conclusion de cet exposé, à partir du moment où vous avez pris votre photo, eh bien, et que vous l'exposez, eh bien, elle ne vous appartient plus, elle appartient à celui qui la regarde. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie, j'en ai terminé pour cet exposé, en espérant que ça vous serve ou pas. D'ailleurs, je pense que ce que je vous ai raconté aujourd'hui ne peut pas vous servir au quotidien pour faire des photos. Il faudrait presque l'oublier, ce que je viens de dire. Voilà, on peut faire des photos sans être au courant de tout ça. Eh bien écoutez, bon shooting à tous, à bientôt, au revoir.